podcast Binge Audio. Attention, cet épisode fait mention de scènes de guerre et de violence qui peuvent être choquantes. Veillez à vous trouver dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Donc, le traumatisme vicariant, c'est celui des intervenants, sauveteurs. Vicar, en grec, au niveau étymologie, ça veut dire remplacer. J'étais dans un état catastrophique. J'avais un sentiment très profond d'impuissance face à la douleur de tous ces gens-là. Notre empathie nous permet de nous mettre au diapason d'autrui. Ce qui nous est raconté s'imprègne en nous et en miroir, nous vivons intensément les émotions partagées ou observées. Il y a eu plusieurs événements très importants dans mon enfance qui ont déterminé mon envie d'être avocate, notamment des épisodes de violence psychologique. Mon père criait sur ma mère, mes 3 sœurs et moi de façon très récurrente, en nous insultant et en disant qu'on n'avait rien dans le crâne parce qu'on n'avait pas mis le tapis de la bonne façon ou rebouché le dentifrice. Et je me souviens que j'ai très vite voulu être avocate pour réussir à combattre ce que je trouvais extrêmement injuste. Une fois que j'ai eu mon CAPA en poche, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, j'ai préféré travailler dans des collectifs, des ONG, des assos, plutôt qu'en cabinet d'avocat. Ça correspondait plus à mes valeurs. Et j'ai eu envie d'aller d'abord en Amérique latine, incroyable en termes d'apprentissage sur la manière de s'organiser, la manière de voir les luttes là-bas. J'ai énormément appris. Mais j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires terribles. J'ai été stagiaire dans une super ONG où je contribuais à poursuivre les multinationales pour des graves violations de droits. Et j'ai fait un documentaire sur les migrants en Argentine qui me raconte des histoires vraiment très très dures de personnes qui se sont échappées de la guerre en tant qu'enfants soldats au Sierra Leone, de personnes qui ont traversé en pirogue du Sénégal en fait pour arriver en Argentine. Grâce à des contacts, j'ai ma petite caméra et je vais à la rencontre de ces gens en fait. Donc là, on est en 2010, donc j'ai 27 ans, encore tout à fait inexpérimentée. Je trouve un poste en Colombie. J'arrive pour travailler avec les communautés déplacées par le conflit armé, dans le Meta, donc une région FARC, à 7 heures au sud-est de Bogota. Et je travaille avec une communauté de moines qui organisent les communautés, qui sont elles-mêmes super organisées, pour défendre leurs droits. En fait, on se rend compte, toutes et tous en travaillant ensemble, que les paramilitaires, qui sont les bras armés de l'État et de l'extrême droite, tuent les personnes qui défendent leurs ressources naturelles, les enterrent dans des fosses communes. Je me souviens d'un soir où on rentrait d'un atelier très isolé dans la montagne. On était allé à cheval, en 4x4, à pied, rencontrer toutes les communautés. Et là, il y a une personne qui me raconte qu'elle a dû payer les paramilitaires pour récupérer les membres d'un corps de sa famille pour l'enterrer dignement. Et je me souviens être rentrée dans ma chambre, m'être enfermée, et avoir l'impression que c'était un puits sans fond et que c'était impossible de découvrir l'horreur d'aussi près, en fait. Je pouvais pas, en fait, avant qu'on me le raconte, me figurer une cruauté aussi poussée. À ce moment-là, je commence à me rendre compte, vraiment, du côté systémique de l'horreur, de la violence. Je laisse mon corps réagir. J'ai 2 hernies discales qui me demandent de rentrer en France. Une fois rentrée en France, on me propose d'être embauchée dans une association
pour me servir du droit, pour être responsable des enquêtes et des actions en justice contre les multinationales qui violent les droits humains à l'étranger. Et puis petit à petit, je commence à travailler sur des dossiers sur le travail forcé, l'esclavage moderne. Je vais d'abord au Bangladesh en 2014 et je travaille grâce au syndicat avec des travailleurs d'usines textiles. Elle me raconte qu'elle travaille 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Elle gagne 18 centimes d'euros pour un t-shirt qui est vendu 30 euros. Elles sont entassées à 10 dans une pièce. Je me sens complètement impuissante, en fait, devant ces personnes. Et donc, je rentre avec un énorme poids sur les épaules et en même temps, l'envie de ne surtout plus, moi, alimenter ce système de consumérisme du textile et de sensibiliser à la situation. Et juste après le Bangladesh, je me sens déjà très seule, en fait, avec ce désespoir et cette impuissance, mais j'enchaîne avec une enquête au Qatar. En fait, je peux avoir accès aux témoignages des travailleurs, travailleuses dans des restaurants cachés. Et là, ils me racontent qu'ils travaillent 12 heures par jour, on leur prend leur passeport, c'est 50 degrés au soleil, ils se lèvent à 4h30 du matin, ils reviennent à 19h. Ils sont parqués au milieu du désert dans des camps de logement. En fait, ils sont 8 par chambre, entassés, des conditions d'hygiène absolument abominables. Et ils me racontent tous qu'ils voient leurs collègues tomber de crises cardiaques et qu'ils ont peur de faire eux-mêmes des crises cardiaques tellement les conditions sont extrêmes. J'étais pas du tout préparée à ce type de récit, à me dire que pour construire une Coupe du Monde, les sponsors, les entreprises, la FIFA ont sacrifié toute cette population, migrante évidemment, puisque personne d'autre n'acceptait ce type de conditions de travail. Je me rends compte en cherchant que 40 millions de personnes sont recensées comme esclaves modernes aujourd'hui. Enfin, il y a comme une prise de conscience beaucoup trop grande par rapport à ma petite personne. Et je suis toute seule avec ça, en fait. La famille et les amis comprennent pas l'ampleur du désespoir. Je peux en parler à un psy, une psy, mais à l'époque, j'avais plutôt comme mécanisme de protection ce qu'on appelle la dissociation. Et aussi, je me sens tellement coupable de mes privilèges de blanche, cisgenre, aisée, valide, que je me dis, arrête de chialer, si tu pleures, en fait, tu vas aider personne, quoi. Dans le dossier que j'ai mené contre Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité et financement de terrorisme, les employés syriens qui sont super organisés racontent en fait combien ils ont été confrontés à l'horreur de Daesh. Ils ont été attaqués alors qu'ils étaient dans l'usine par Daesh, ils ont dû fuir par leurs propres moyens. Et dans ce dossier, je vois aussi plein d'images, évidemment, pour argumenter pour la complicité de crimes contre l'humanité, de têtes décapitées tenues par des enfants, de terrorisme, d'esclavage sexuel des femmes yézidis, enfin, ce qui touche à l'horreur la plus extrême. Et je peux pas oublier, en fait, ces images. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est comme si elles étaient gravées dans mon esprit. La plupart du temps, quand j'y pense ou quand je raconte en fait les enquêtes, je peux pas m'empêcher de pleurer. Et je me rends compte une fois de plus que non seulement les histoires sont horribles, mais que ça fait partie d'un système qui est en plus alimenté par nos multinationales ou nos banques françaises. En plus, on a dû répéter énormément ces histoires parce qu'on cherchait à faire adopter une loi qui a été adoptée depuis, la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Ça a été vraiment une énorme victoire et un énorme soulagement qu'au moins on puisse faire ça. Lafarge a été mis en examen aussi pour complicité de crimes contre l'humanité. Vinci aussi pour travail forcé. Donc il y a quand même des choses qui ont avancé et qui ont soulagé mon grand sentiment d'impuissance. Et puis aussi sur la
la dernière mission que j'ai faite, qui a été vraiment la mission de trop. J'ai pleuré pendant 1 semaine en rentrant. C'était contre Yves Rocher, pour des ouvrières qui ont été extrêmement organisées pour faire des grèves pendant des mois, parce qu'elles refusaient d'être licenciées, juste parce qu'elles étaient syndiquées. Donc elles ont défendu leurs droits, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Mais c'est vraiment en rentrant de cette mission que je me suis dit que je pouvais plus, que c'était plus possible en fait de voir autant d'horreur, de me dire quand on traitait vraiment les gens pire que comme des chiens partout, et que c'était pas possible pour moi de dealer avec ce désespoir, cette impuissance. Je dois gérer toute seule et j'ai aucun soutien de mon ONG. Au contraire, la direction me demande plus de productivité en me disant que le contentieux stratégique, donc, dont je suis responsable, c'est-à-dire les actions en justice, ne va pas assez vite. On me dit sois autonome, sois inventive contre les multinationales, et en même temps on me dit justifie ton télétravail 48 heures à l'avance, tu es dans un lien de subordination. Par ailleurs, en fait, on a des objectifs super ambitieux contre les multinationales alors qu'on est une mini-équipe et qu'on n'a aucun moyen. C'est de toute façon un milieu dans lequel il y a déjà des salaires bas et en plus des salaires plus bas pour les femmes que pour les hommes, donc moi je n'échappe pas à la règle. Il y a eu une accumulation de non seulement un manque de reconnaissance par le salaire, mais aussi par les mots, de vol de mon travail. J'ai fini par faire un burn-out. J'ai appelé mon médecin traitant, j'étais complètement effondrée. C'était vraiment l'accumulation, la goutte d'eau qui a fait tout déborder. Et là, il me dit, je vous arrête pour 3 semaines. 3 semaines ? Et pour moi, c'était, mais j'ai du travail. Et si je veux revenir avant au travail, parce que j'ai des deadlines ? Et en fait, au bout des 3 semaines, mon corps refusait absolument de revenir. Pour moi, il y avait eu trop de perte de sens, avec un management qui reproduisait le système alors qu'on le combattait à l'extérieur. Je pouvais plus, en fait, malgré moi, alimenter ce système et revenir dedans. J'ai été en mi-temps thérapeutique jusqu'à ce que petit à petit, en fait, on négocie une rupture conventionnelle et que je parte de cette ONG. Tous mes collègues d'autres ONG me disent combien ils souffrent de burn-out. Et à l'époque, je ne sais pas encore ce que c'est le stress vicariant. Je me suis vraiment plongée dans le sujet. J'ai créé une conférence gesticulée. Donc c'est un récit et c'est un propos politique, mais qui part de l'expérience de la personne. Et ça a été extrêmement thérapeutique de mettre en mots toute mon histoire. Moi, je n'avais vu que le burn-out. Et c'est en faisant cette formation que j'ai appris ce que c'était qu'un trauma par ricochet. Et ensuite, en créant un collectif, donc le collectif qui s'appelle Métamorphose avec un S, on a donné en fait des visios de partage d'expériences sur l'épuisement militant, et un super collectif qui s'appelle OXO est intervenu et a donné aussi une formation ensuite sur ce que c'est le stress vicariant. C'est pas le trauma de la victime elle-même, mais c'est le trauma du soignant, du militant, de l'accompagnant, du thérapeute, qui est un réceptacle de la violence. C'est là que je me rends compte qu'on peut avoir un trauma en écoutant un trauma. Et donc ça peut se manifester en perte de sens, perte de joie, dissociation. Il y a aussi énormément de culpabilité parce qu'on est en face de personnes qui ont une situation extrême et donc une culpabilité à ne pas être toujours à fond dans le soutien à ces personnes et même à prendre soin de nous puisqu'en fait la situation est moindre. Et c'est là que j'ai compris en fait que moi aussi j'avais vécu en fait ce stress vicariant ou même trauma vicariant en plus du burn-out militant.
Et ça, en fait, ça se manifeste de plusieurs façons. Donc moi, c'était énormément de pleurs, mais aussi de la dissociation, ne pas vouloir en fait voir ce qui nous arrive. Il y a aussi des reviviscences de moments très douloureux qu'on a pu entendre, et c'est clair que moi, je peux pas oublier en fait certaines images, qu'il y a comme un trauma qui a été créé. Heureusement, dans certains milieux, comme le milieu humanitaire ou éducateur spécialisé, assistance sociale, il y a de plus en plus de prise en compte de ce risque et donc des supervisions. Mais dans le milieu des droits humains, en tout cas dans cette structure, c'était absolument pas possible de recevoir un soutien organisé. Il y a une absence de reconnaissance alors qu'il y a énormément d'engagement et peut-être aussi une perte de sens parce que il y a un espoir des militants d'être dans un type de milieu qui va être différent, et donc la désillusion est d'autant plus grande quand le militant se rend compte que malheureusement les violences systémiques se reproduisent aussi dans son milieu. Aujourd'hui, l'État délègue énormément de missions de service public au milieu associatif. Si le milieu associatif ou si toutes les personnes qui prennent soin s'effondrent, c'est la société entière qui s'effondre. Or aujourd'hui, le burn-out et le stress vicariant sont considérés comme des pathologies individuelles et on renvoie les gens à des thérapies individuelles. Mais en fait, déjà, tout le monde n'a pas accès à ce type de thérapie. Et en plus, ça ne règle pas le problème et les causes systémiques du problème. Pour moi, aujourd'hui, ce qui me permet de sortir petit à petit de tout ça, c'est de donner des accompagnements, des formations dans les collectifs qui en ont besoin pour cultiver d'autres valeurs que la culture du burn-out. Ça, on est en train de créer ça avec une association qui s'appelle Les Allumeuses. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut changer la façon de militer pour pérenniser le mouvement social. Et paradoxalement, être dans l'action va me donner les ressources de sortir de mon propre burn-out et stress vicariant. Je me rappelle aussi en me formant ce que je dois mettre moi en place pour ne pas reproduire ce stress vicariant. D'une certaine manière, c'est grâce au fait d'avoir compris que c'était politique de prendre soin de moi que ça me permettait de prendre mieux soin du monde, me sentir légitime à le faire, même si bien sûr tout ce que j'ai vu c'est pire que ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'écouter mon corps et mes émotions et de les exprimer. Donc, j'ai des espaces pour ça grâce à des collègues, à des collectifs qui permettent de parler de ces émotions. Et c'est du coup ce que je recommande le plus, c'est surtout d'exprimer, de ne pas se sentir isolé avec ses sentiments face à la violence systémique. En fait, j'ai l'impression que de parler de mes émotions aujourd'hui, non seulement ça m'aide à continuer, mais que aussi ça peut servir le mouvement social dans son ensemble pour encourager les militants à aussi parler de leurs propres émotions. J'ai compris que je pouvais être dans des thématiques très fortes d'oppression et souffrir en fait de ce qu'on peut me raconter, être avec la personne et en même temps penser à équilibrer ce stress avec des moments de joie militante, de faire ensemble, avec des moments de lien, de connexion. J'ai besoin de prendre soin de mon rythme
d'écouter ce que me dit mon corps, ne pas exiger de moi une productivité pour avoir une valeur dans le monde. Je note les petits pas que je fais régulièrement pour sortir de ce sens de l'urgence. Par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une pause, faire une sieste, ou je me suis accordé un moment de danse ou de lien avec un ami, une amie, plutôt que de me dire il fallait à tout prix que je finisse ça. Et ça, ça change non seulement mes relations, mais ça me change moi aussi au quotidien. Ça me fait énormément de bien d'être dans plus l'artistique, le corporel, l'émotionnel. Et puis, je prends moi-même beaucoup de plaisir en fait dans des stages, dans des formations de danse, de clown, de tantra. Je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, paradoxalement pour moi, face à l'impuissance que je ressens devant la violence gigantesque du système, c'est de contribuer à en sortir et de continuer à m'engager. Mais ne plus m'engager de façon frénétique ou coupable, qui enchaîne à fond et repos, mais plutôt dans un militantisme régénératif. Aujourd'hui, j'aime faire des actions qui contribuent au monde, mais avec l'art. On a créé, par exemple, à République, le 20 novembre, le jour de la Coupe du Monde, une grande performance avec un match géant et un die-in, c'est-à-dire on s'est toutes effondrées pour sensibiliser à l'esclavage moderne qu'a créé cette Coupe du Monde. En fait, faire des petites choses qui contribuent au monde permet vraiment de lutter contre ce sentiment d'impuissance. Aller à une AMAP, consommer autrement, s'engager pour une association de quartier, vivre en fait des moments de manifestation où on sent qu'en fait on est dans une mobilisation collective. Je me donne de la force et de l'énergie en sentant que je fais avec d'autres et je contribue à un changement de ce système. Déjà, ça me permet de garder de l'espoir sur le fait que c'est possible. Et aussi, ça me permet de me dire que toutes les histoires horribles et toute la conscience que j'ai accumulée de ce système n'a pas servi à rien. Que peut-être, ça peut être utile à d'autres. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir. Cette violence des images, elle peut pas disparaître. En revanche, ce que je peux faire, c'est transformer le trauma qu'elles ont provoqué. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Bosquet. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte Après la pluie podcast sur Instagram.